Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple test de grossesse en plastique acheté en pharmacie serait l'arme blanche qui allait finalement trancher les liens avec ma famille. Je m'appelle Marion, j'ai 26 ans, je suis responsable d'entrepôt et j'ai passé toute ma vie d'adulte à élever 5 enfants qui ne sont pas les miens. J'étais figée au milieu de notre salon chaotique à Marseille, enjambant des piles de linge sale pour regarder ma sœur se frotter nonchalamment le ventre. Elle m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire suffisant pour annoncer qu'elle était enceinte pour la 6e fois, alors qu'elle n'avait pas eu d'emploi stable depuis des années. Mon estomac s'est noué dans un mélange écœurant de nausées et d'épuisement absolu, car je savais exactement de qui on attendait qu'elle paie pour ce nouvel arrivant. Je venais de terminer une semaine éreintante de 60 heures de travail pour rentrer à la maison et réaliser que ma sœur s'attendait à ce que je sacrifie encore plus de ma vie pour ses choix irresponsables, pendant que son petit ami était avachi sur le canapé. J'ai finalement trouvé le courage de lui dire que j'en avais assez de financer son style de vie et que je ne paierais pas un seul centime pour ce nouveau bébé. Son expression est instantanément passée de la suffisance à la rage pure alors qu'elle hurlait que j'étais une ingrate et menaçait de me mettre à la porte si je refusais d'obtempérer. Ce moment précis de trahison a été la goutte d'eau qui m'a poussé à choisir ma propre survie plutôt que ses exigences parasitaires. Si vous avez déjà eu l'impression de porter tout le poids du monde sur vos épaules pendant que tout le monde autour de vous profite de votre dur labeur, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour voir comment je me suis échappée de cet enfer. À 4 heures du matin, le son strident de mon réveil m'a tiré d'un sommeil agité avant même que le soleil n'ait touché l'horizon de Marseille. J'ai forcé mon corps épuisé à sortir du lit car je savais que si je ne commençais pas la journée maintenant, toute la maisonnée sombrerait dans un chaos absolu avant le petit déjeuner. J'ai titubé jusqu'à la cuisine pour commencer le marathon quotidien de la préparation de 5 boîtes à déjeuner distinctes, tout en marchant sur les restes collants d'une soirée à laquelle je n'avais même pas participé. Kevin avait laissé une pyramide de bouteilles de bière vides sur le comptoir pour que je la nettoie, avec la vaisselle sale de son grignotage nocturne. J'ai juré en silence en frottant les restes de tapenade séchés sur la table, car je savais qu'il ne lèverait jamais le petit doigt pour nettoyer ses propres dégâts. La routine du matin était une véritable opération militaire qui exigeait que je sois à 3 endroits à la fois pour que tout le monde soit prêt pour l'école à l'heure. Je vérifiais les devoirs de maths de mon neveu de 10 ans, Théo, tout en essayant de tresser les cheveux de ma nièce de 7 ans, Sophie, pendant qu'elle mangeait ses céréales. Mon neveu aîné, Lucas, était le seul à essayer d'aider en rassemblant les cartables, mais même lui semblait épuisé par le bruit constant dans la maison. Je me déplaçais avec une urgence frénétique car je devais partir pour l'entrepôt dans moins de 30 minutes, sinon je serais en retard pour mon service. J'ai couru dans le couloir pour récupérer le sac à langer et je me suis arrêtée une seconde devant la chambre principale où Sabrina et Kevin dormaient. La porte était fermement verrouillée pour les isoler du bruit de leurs propres enfants, tandis que mon neveu de 4 ans, Léo, hurlait dans son berceau à quelques mètres de là. Cela m'a rempli d'un ressentiment glacial de savoir qu'ils dormaient profondément dans un lit chaud pendant que je calmais leurs bambins en pleurs et que je menais leurs aînés vers la sortie. J'ai réussi à déposer les plus grands à l'arrêt de bus et les plus jeunes à la crèche avant de foncer vers la zone industrielle, le cœur battant la chamade. Mon service à l'entrepôt était épuisant, mais l'effort physique me semblait plus facile que le fardeau émotionnel qui m'attendait à la maison. Pendant ma pause déjeuner, j'ai reçu une notification sur mon téléphone qui m'a glacé le sang, c'était une ultime mise en demeure d'EDF. J'ai conduit jusqu'à la maison en panique pour trouver un avis de coupure rouge vif collé de manière humiliante sur notre porte d'entrée, car la facture d'électricité avait 3 mois de retard. Je suis restée sur le porche, tremblant de colère, car j'avais donné 600 € à Sabrina la semaine dernière précisément pour éviter cette situation. J'ai trouvé un reçu froissé dans la poubelle débordante de la cuisine qui révélait qu'elle avait dépensé la totalité de la somme en vêtements de grossesse de créateur au lieu de payer la facture. Je n'ai eu d'autre choix que de transférer l'argent que j'avais péniblement économisé pour mon prochain semestre de cours du soir à la fac à la compagnie d'électricité pour que la lumière reste allumée. La journée a continué de s'assombrir lorsque le collège m'a appelé juste au moment où je retournais à l'entrepôt pour finir mon service. Ma nièce de 13 ans, Léa, avait été surprise en train de sécher les cours et d'avoir une altercation verbale avec un professeur, ce qui ne lui ressemblait absolument pas. J'ai dû pointer plus tôt et perdre de précieuses heures de paix pour m'asseoir dans le bureau du CPE parce que sa mère refusait de répondre au téléphone.
Léa m'a regardé avec des yeux larmoyants et a avoué qu'elle avait mal agi parce qu'elle se sentait invisible à la maison depuis que Sabrina ne se souciait que du nouveau bébé. Je lui ai tenu la main et lui ai promis de faire mieux, même si je me noyais déjà sous des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Je me suis traînée jusqu'à la porte d'entrée à 19h pour trouver Kevin assis sur le canapé à regarder le sport pendant que les enfants se plaignaient d'avoir faim. Je suis immédiatement allée à la cuisine pour faire bouillir de l'eau pour des spaghettis, car c'était le repas le plus rapide et le moins cher que je pouvais préparer après une journée aussi désastreuse. Sabrina est finalement sortie de la chambre, vêtue de ses nouveaux habits, et s'est plainte que la maison était en désordre, bien qu'elle n'ait rien fait pour la nettoyer. Nous nous sommes assis pour manger les pâtes, mais Kevin a repoussé son assiette avec un air de dégoût total après une seule bouchée. Il m'a dit que la sauce était fade et m'a demandé pourquoi je n'avais pas préparé de steak, car il avait une envie spécifique de viande rouge ce soir-là. J'ai regardé cet homme adulte qui n'avait absolument rien apporté au foyer et j'ai senti une vague de rage si intense que j'ai failli crier. Il avait l'audace d'exiger un repas de luxe alors que je venais de dépenser mon fonds d'études pour maintenir l'électricité pour ses jeux vidéo. 3 jours après que l'annonce de Sabrina ait transformé la maison en un champ de bataille émotionnel, la situation est passée de l'agression passive à une intervention organisée menée par la matriarche de la famille. J'étais en train de plier une montagne de linge dans le salon quand un coup lourd et autoritaire à la porte a signalé l'arrivée de la seule personne que Sabrina appelait toujours en renfort. Ma grand-mère, Martine, se tenait sur le porche, son sac à main serré contre sa poitrine et un air de désapprobation sévère peint sur son visage. Elle n'était pas venue pour aider à récurer les sols crasseux ou cuisiner pour ses arrière-petits-enfants, mais plutôt pour tenir tribunal dans le salon et juger mon manque de contribution financière à la progéniture grandissante de Sabrina. Sabrina était assise à côté de grand-mère Martine sur le canapé, une main posée protectriquement sur son ventre, tandis que Kevin se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tel un homme de main silencieux attendant son signal. Grand-mère Martine n'a pas perdu de temps pour présenter sa solution au problème de transport de la famille, qui impliquait apparemment de liquider mes biens personnels pour le bien commun. Elle m'a regardé avec des yeux froids et a suggéré que je vende ma berline fiable pour que nous puissions rassembler l'argent nécessaire à un acompte sur un monospace 7 places flambant neuf pour Sabrina. Je l'ai dévisagé, incrédule, car cette voiture était mon seul moyen de me rendre à l'entrepôt et d'assister à mes cours du soir pour finir mon diplôme. J'ai essayé d'expliquer que j'avais besoin de mon véhicule pour conserver l'emploi qui payait les factures de la maison, mais ma logique est tombée dans l'oreille d'une sourde, car grand-mère Martine croyait que les obligations familiales primaient sur la survie personnelle. Elle a secoué la tête avec déception, comme si j'étais une adolescente rebelle plutôt que la seule adulte ayant un emploi rémunéré dans la pièce. Grand-mère Martine s'est penchée en avant avec une mine renfrognée et a prononcé la phrase qui avait été clairement répétée avant son arrivée pour me culpabiliser et me faire obéir. Marion, tu es tellement égoïste. Ta sœur porte la vie en elle, et tu ne te soucies que de garder quelques sous et cette vieille voiture. L'accusation m'a piqué au vif car j'avais tout donné à cette famille pendant des années, mais j'ai refusé de les laisser me prendre ma mobilité et ma seule voie de sortie. Je me suis levée pour leur faire face et j'ai gardé ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Ce n'est pas de l'égoïsme, grand-mère. C'est ma propriété. Je ne vendrai plus mon avenir pour payer les mauvais choix de Sabrina. La réunion s'est terminée dans une impasse hostile, grand-mère Martine partant en trombe en marmonnant sur mon ingratitude. Mais la violation financière ne s'est pas arrêtée à la demande de ma voiture. Je suis allée dans ma chambre pour me calmer et j'ai décidé de vérifier mes comptes en banque pour m'assurer qu'il me restait assez d'argent pour l'essence après avoir payé la facture d'électricité. C'est alors que j'ai remarqué une notification par email suspecte d'un service de surveillance du crédit concernant une demande de renseignement sur mon numéro de sécurité sociale que je n'avais pas autorisé. Je me suis connectée au portail avec un sentiment d'effondrement et j'ai découvert un compte de carte de crédit nouvellement ouvert qui avait déjà atteint sa limite maximale sur un site de mobilier de puériculture de luxe. Sabrina avait utilisé mes informations personnelles pour acheter un ensemble lit de bébé et poussette de marque pendant que j'étais au travail à gagner de l'argent pour maintenir l'électricité dans sa maison. La trahison m'a frappé comme un coup physique, car ce n'était plus seulement de la paresse. C'était un crime fédéral commis contre sa propre sœur. J'ai senti les murs de la maison se refermer sur moi.
Alors, j'ai attrapé mes clés et j'ai conduit directement vers un petit café en périphérie de Marseille pour rencontrer la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Ma meilleure amie Sarah m'attendait déjà à une table d'angle avec un air inquiet alors que je claquais le relevé bancaire imprimé devant elle. Sarah travaillait comme assistante juridique et elle a examiné les frais frauduleux avec une précision professionnelle et tranchante qui a calmé mon cœur affolé. Elle m'a expliqué que Sabrina avait commis une usurpation d'identité et que je devais agir immédiatement avant que ma cote de crédit ne soit détruite pour toujours. Nous sommes restés assises là pendant 1 heure pendant qu'elle me guidait dans le processus d'appel au service des fraudes pour geler mon crédit et contester les accusations. Sarah m'a regardé dans les yeux alors que je raccrochais le téléphone et m'a donné un avertissement qui m'a glacé le sang. Tu dois faire attention, Marion. S'ils ont osé usurper ton identité une fois, ils recommenceront. Tu as besoin d'une issue de secours, et tout de suite. Je suis retournée à la maison ce soir-là avec une boule dans l'estomac, sachant que la guerre avait officiellement commencé. J'ai franchi la porte d'entrée pour trouver Sabrina tapant frénétiquement sur son téléphone parce que sa transaction pour la table à langer assortie venait d'être refusée. Elle a levé les yeux vers moi, sa confusion se transformant rapidement en suspicion quand elle a vu la résolution glaciale sur mon visage. Je suis passée devant elle sans dire un mot, car je savais que pour me sauver, je devais arrêter de la sauver, elle. Exactement 1 semaine plus tard, l'atmosphère dans la maison était aussi tendue qu'une corde sur le point de casser, car le silence entre Sabrina et moi était devenu suffocant. Je me suis dépêchée de rentrer de l'entrepôt, non pas pour commencer mon habituel 2e service de cuisine et de nettoyage, mais pour intercepter le facteur, car j'attendais une réponse qui pourrait redéfinir tout mon avenir. J'ai trouvé une épaisse enveloppe blanche estampillée du logo de la plus grande entreprise technologique du centre de Marseille, posée innocemment dans la boîte aux lettres, mélangée à la pile habituelle de factures en retard. Je me suis tenue dans l'allée, les mains tremblantes, en déchirant soigneusement le sceau pour révéler une lettre d'acceptation pour un stage rémunéré dans leur département d'analyse de système. Le salaire proposé dans le document était plus du double de ce que je gagnais actuellement à l'entrepôt, et il incluait une voie vers une carrière d'ingénieur à temps plein après l'obtention de mon diplôme. J'ai senti une vague d'euphorie pure m'envahir pour la première fois depuis des années, car c'était enfin mon ticket d'or pour sortir de la pauvreté. J'ai franchi la porte d'entrée avec un sourire sincère que je n'ai pas réussi à réprimer, ce qui s'est avéré être une erreur tactique de ma part. Sabrina attendait dans la cuisine comme un prédateur qui sentait un changement dans la dynamique du pouvoir, et elle m'a arraché le papier des mains avant même que je puisse poser mes clés sur le comptoir. Ses yeux ont parcouru le document rapidement tandis que son expression passait de la curiosité à une forme tordue de jalousie qui déformait ses traits. Elle n'a pas offert un mot de félicitation ni un câlin à sa jeune sœur, mais m'a plutôt regardé avec un mépris glacial en déchirant délibérément la lettre en 2 moitiés parfaites. Elle a laissé tomber les morceaux sur le linoléum sale et s'est époussetée les mains comme si elle venait de jeter des ordures. L'ultimatum qu'elle a lancé ensuite était si audacieux qu'il a fallu 1 minute entière à mon cerveau pour traiter l'arrogance pure qui dégoulinait de ses paroles. Sabrina a annoncé que je devais immédiatement abandonner mes cours à la fac et démissionner de mon travail à l'entrepôt pour pouvoir rester à la maison et gérer le foyer. Elle a prétendu qu'avec le 6e bébé en route, elle et Kevin devaient concentrer toute leur énergie à trouver un emploi convenable, un mensonge que tout le monde savait qu'ils ne réaliseraient jamais. Kevin était assis à la table de la cuisine, sirotant un soda, et il est intervenu avec un sourire narquois qui m'a donné la chair de poule. Il s'est moqué de l'idée que je travaille dans un bureau et m'a dit que la place d'une femme était à la maison à s'occuper de la famille plutôt que de poursuivre de folles ambitions de carrière. Le manque de respect dans cette pièce était si épais que je pouvais le goûter, mais j'ai refusé de les laisser me voir pleurer sur le papier déchiré. Je me suis baissée pour ramasser les débris de mon avenir pendant que Sabrina s'approchait pour m'intimider de sa présence physique. L'air crépitait d'hostilité alors qu'elle réalisait que je n'allais pas me soumettre à ses exigences cette fois. Sabrina a hurlé à plein poumon, si fort que les voisins l'ont probablement entendu à travers les murs. « Tu crois que tu vas quelque part ? Tu me dois cette maison. J'ai besoin de toi ici pour garder les enfants pour que je puisse me reposer. Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. » Je me suis relevée lentement et j'ai lissé le papier froissé dans ma main tout en canalisant chaque once d'indifférence qu'il me restait. J'ai regardé la femme qui partageait mon ADN mais ne possédait aucune de mes valeurs et lui ai dit la vérité qu'elle n'était pas prête à entendre.
Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit froidement, tu as raison, Sabrina. Je vais partir, et tu vas bientôt comprendre le prix à payer quand on transforme en ennemi la seule personne qui vous aidait. Je lui ai tourné le dos pour me diriger vers ma chambre, mais Kevin a décidé qu'il devait avoir le dernier mot pour apaiser son ego fragile. Kevin a ricané sombrement et a lancé, « Allez, petite. Tu ne tiendras pas une semaine dehors. Tu finiras par revenir en rampant pour nous présenter tes excuses. » J'ai fermé la porte de ma chambre et je l'ai verrouillée, mais je n'ai pas commencé à faire mes valises immédiatement car je savais qu'ils écoutaient le bruit des fermetures éclairs ou des cartons. J'ai attendu que la maison se calme dans un silence trompeur avant de me glisser dans le garage sous prétexte de vérifier le linge. Le garage était faiblement éclairé et sentait l'huile, mais c'était le seul sanctuaire qu'il me restait dans cette propriété suffocante. J'ai été surprise quand une ombre a bougé près de l'établi, mais je me suis détendue quand j'ai vu Lucas sortir de derrière une pile de vieux pneus. Mon neveu de 16 ans paraissait plus vieux que son âge, avec des cernes sous les yeux et une expression sombre sur le visage. Il s'est approché de moi en silence et a pressé un petit carnet abîmé dans mes mains. Je l'ai ouvert pour voir des pages de notes manuscrites détaillant les dates et les heures où il avait entendu Sabrina et grand-mère Martine discuter de plans pour saboter mon indépendance financière. Lucas m'a dit qu'elle prévoyait de déclarer ma voiture comme volée si j'essayais de partir avec et que je devais partir ce soir avant qu'elle ne se réveille. J'ai regardé ce jeune homme courageux qui sacrifiait sa propre sécurité pour me protéger et j'ai réalisé que partir était le seul moyen de devenir un jour assez forte pour revenir et le sauver. À minuit pile, alors que l'obscurité couvrait tout le quartier pavillonnaire de Marseille, j'ai lancé la phase finale de mon départ avec la précision d'une opération militaire calculée. Je me suis déplacée dans ma chambre avec le silence d'un fantôme, car je savais qu'un seul craquement de plancher pouvait réveiller les dormeurs légers au bout du couloir et ruiner ma chance de liberté. J'ai ignoré ma collection de bibelots sentimentaux et d'albums photos, car je comprenais que les attachements émotionnels étaient des ancres lourdes qui ne feraient que me ramener dans cet environnement toxique. Je me suis concentrée strictement sur les essentiels de survie en plaçant mon ordinateur portable, mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale et une semaine de vêtements dans des sacs poubelles noirs et résistants. C'était un choix stratégique pour m'assurer que si Sabrina ou Kevin regardaient par la fenêtre, ils penseraient simplement que je sortais les poubelles plutôt que de déménager toute ma vie hors de leur maison. J'ai rampé dans le couloir, passant devant la chambre principale où le léger son du ronflement de Kevin vibrait à travers la porte comme le grognement d'un chien de garde endormi. Mon cœur battait contre mes côtes avec une telle intensité que j'avais peur que le son seul ne réveille le bébé qui dormait dans la nurserie. J'ai atteint la porte de la cuisine et j'ai trouvé Lucas qui m'attendait dans l'ombre, comme il l'avait promis plus tôt ce soir-là dans le garage. Il n'a pas dit un mot en me prenant deux des sacs les plus lourds et m'a guidé vers ma berline garée dans la rue pour éviter le bruit de l'ouvre-porte de garage. Nous avons chargé le coffre en silence absolu sous la faible lueur ambrée des lampadaires, tandis que le vent froid de la nuit nous mordait la peau. Je me suis retournée pour regarder mon neveu une dernière fois et j'ai senti un poids écrasant de culpabilité s'installer dans ma poitrine, car je le laissais derrière moi pour être l'adulte responsable dans une maison pleine d'enfants. Lucas se tenait là, grelottant dans son sweat à capuche fin, les mains enfoncées dans ses poches, essayant désespérément de garder un visage courageux. Il a regardé la maison qui était plus une prison qu'un foyer, puis a tourné son regard vers moi avec une maturité qu'aucun garçon de 16 ans ne devrait jamais avoir à posséder. Lucas s'est approché et a murmuré avec urgence dans l'air froid de la nuit. « Tati, vas-y. Ne t'inquiète pas pour nous. Si tu restes ici, tu mourras à petit feu entre ces murs. Je t'enverrai un message si quelque chose de grave arrive. » J'ai tendu la main et j'ai serré fermement les siennes, car j'avais besoin qu'il sache que cette séparation était une retraite stratégique et non un abandon. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, « Je te promets que je reviendrai vous chercher, toi et les enfants, quand je serai assez forte, mais pour l'instant, je dois me sauver moi-même pour pouvoir vous sauver plus tard. » Il a hoché la tête une fois et m'a doucement poussé vers le siège du conducteur avant de se retourner vers la maison sombre pour reprendre sa garde. J'ai démarré la voiture et l'ai laissé rouler en roue libre en bas de la côte avant d'enclencher le moteur pour m'assurer que le bruit ne remonte pas jusqu'à l'allée. J'ai traversé les rues désertes de Marseille, les larmes coulant sur mon visage, mais avec un sentiment de soulagement si profond qu'il m'a donné le vertige. J'ai conduit pendant 40 minutes de l'autre côté de la ville jusqu'à un immeuble délabré que Sarah avait réussi à me trouver quelques heures auparavant.
Le studio était situé au-dessus d'une laverie automatique bruyante et sentait légèrement le tabac froid, mais pour moi, il sentait la victoire. J'ai traîné mes sacs poubelles sur les 3 étages et je me suis effondré sur un matelas nu posé à même le sol, sans même fermer le verrou, trop épuisé pour m'en soucier. La paix que j'ai trouvée dans cette pièce vide a été brisée dès le lever du soleil le lendemain matin. Je me suis réveillée non pas au son d'enfants qui crient ou d'adultes exigeants, mais à la vibration incessante de mon téléphone portable dansant sur le plancher en bois. Je l'ai ramassé pour voir 99 appels manqués et des centaines de SMS de Sabrina allant de la confusion à l'excuse, pour finir par l'homicide. Le volume même de sa rage a confirmé qu'elle s'était réveillée en attendant son café du matin et sa nounou non rémunérée pour ne trouver qu'une chambre vide et une cuisinière froide. J'ai ignoré les appels et j'ai appuyé sur lecture du dernier message vocal qu'elle avait laissé il y a à peine 2 minutes. La voix de Sabrina a crié à travers le petit haut-parleur avec assez de venin pour faire tourner le lait. Tu n'es qu'une sale gosse ingrate. Je vais appeler les flics et leur dire que tu as volé mon argent. Tu paieras pour avoir abandonné cette famille dans notre moment de besoin. J'ai écouté la menace avec un calme qui m'a surprise, car pour la première fois de ma vie, je n'étais pas dans la pièce avec elle pour absorber le coup. J'ai sauvegardé le message vocal comme preuve, puis j'ai bloqué son numéro avant de me lever pour commencer mon premier jour en tant que femme libre. Je ne savais pas encore que sa menace concernant la police n'était pas juste un cri dans le vide, mais une promesse qu'elle avait bien l'intention de tenir. Moins de 48 heures après avoir commencé ma nouvelle vie dans l'appartement loué, l'illusion de paix a été violemment brisée par une scène chaotique digne d'un drame policier. J'étais assise sur mon matelas nu, essayant de me concentrer sur un manuel, quand toute la pièce a été soudainement illuminée par l'effet stroboscopique des gyrophares rouges et bleus clignotant à travers les stores fins. Les coups agressifs sur ma porte d'entrée ont secoué les cadres bon marché si fort que des éclats de peinture sont tombés sur le sol, et mon cœur s'est immédiatement mis à battre la chamade. J'ai regardé par le Judas pour voir 2 agents en uniforme, les mains posées sur leurs étuis, et juste derrière eux se tenait une femme qui ressemblait à une veuve éplorée. Sabrina avait réussi à convaincre la police de la laisser les accompagner sur les lieux du crime présumé et elle livrait actuellement la performance de sa vie dans le couloir de mon immeuble. J'ai ouvert la porte lentement, les mains visibles, car je savais à quelle vitesse ces situations pouvaient dégénérer lorsque de fausses accusations étaient impliquées. L'officier le plus âgé s'est avancé sur le seuil tandis que son partenaire bloquait la sortie pour s'assurer que je ne pouvais pas m'enfuir. Il m'a regardé avec une expression sévère qui me disait qu'il avait déjà entendu une histoire bien convaincante avant d'arriver à mon adresse. Il n'a pas perdu de temps pour exposer les accusations qui avaient été portées contre moi 1 heure plus tôt au commissariat. L'officier s'est éclairci la gorge et a parlé d'une voix qui exigeait une obéissance absolue. Mademoiselle Marion, nous avons reçu un signalement pour une vérification de bien-être d'un mineur et une allégation selon laquelle vous auriez volé des biens d'une valeur de 10 000 €. Vous avez le droit de garder le silence, mais je vous conseille de coopérer. Je suis restée muette un instant, car l'accusation était bien pire que ce que j'avais prévu. Sabrina ne m'a pas laissé le temps de répondre à l'officier avant de se jeter en avant depuis le couloir, les larmes coulant sur son visage. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi et a crié avec une telle conviction que, pendant 1 seconde, je me suis presque demandé si j'avais vraiment fait quelque chose de mal. Sabrina a hurlé à plein poumon pendant que les voisins commençaient à sortir la tête de leur porte. Arrêtez-la. C'est une voleuse. Elle a pris tout l'argent que j'avais économisé pour mes enfants et elle a volé les bijoux en diamant vintage de grand-mère Martine avant de s'enfuir. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes mains tremblantes et je me suis reculée pour permettre aux officiers de voir l'intégralité de mon studio. La pièce était presque complètement vide, à l'exception de mon matelas et des sacs poubelles contenant mes vêtements, ce qui ne ressemblait clairement pas au butin d'un maître voleur de bijoux. Je les ai invités à fouiller mes affaires, car je n'avais absolument rien à cacher, et je savais que mon innocence était la seule arme qu'il me restait. Les officiers ont commencé à fouiller mes maigres possessions pendant que Sabrina se tenait dans l'encadrement de la porte, souriant sournoisement à travers ses fausses larmes, car elle pensait m'avoir enfin coincé. La tension dans la pièce était à couper au couteau jusqu'à ce qu'une voix essoufflée ne perce le bruit depuis le couloir ouvert derrière Sabrina. J'ai levé les yeux pour voir Lucas, haletant lourdement, la sueur coulant sur son front comme s'il avait couru des kilomètres pour arriver ici. Il avait probablement fait du stop ou pris un VTC en urgence dès qu'il avait entendu sa mère appeler le 17,
car il refusait de me laisser tomber pour un crime que je n'avais pas commis. Sabrina s'est retournée, les yeux écarquillés, car elle ne s'attendait pas à ce que son fils la suive jusqu'à mon sanctuaire. Lucas est passé juste devant sa mère sans la regarder et a tendu son smartphone à l'écran fissuré directement au visage du policier. Sa main tremblait, mais sa voix était ferme lorsqu'il a présenté la preuve qui allait briser le récit de Sabrina. Lucas a regardé l'officier et a dit « Maman ment. Voici la vidéo que j'ai enregistrée hier soir. » Maman a caché la boîte à bijoux sous son propre lit pour piéger Tati Marion. L'officier a pris le téléphone et a appuyé sur lecture de la vidéo, qui montrait clairement Sabrina en train d'envelopper la boîte en velours dans une serviette et de la fourrer profondément sous son matelas, tout en riant de la façon dont elle allait ruiner ma vie. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément lorsque les officiers ont réalisé qu'ils avaient été utilisés comme des pions dans un conflit familial. Le plus jeune officier a cessé de fouiller mon sac et a tourné son regard vers Sabrina, qui reculait maintenant vers les escaliers avec un air de panique pure. L'officier principal a rendu le téléphone à Lucas et s'est tourné vers Sabrina avec une attitude complètement différente de celle qu'il avait en arrivant. Il l'a informé que faire une fausse déclaration à la police était une infraction pénale et que gaspiller les ressources de la police pour une vendetta personnelle aurait de graves conséquences juridiques. Sabrina a essayé de balbutier une excuse, mais son masque de victime était complètement tombé, révélant la narcissique vengeresse en dessous. Elle a hurlé que Lucas était un traître et a essayé de l'attraper, mais l'officier s'est interposé entre eux pour protéger le garçon. J'ai regardé la dynamique du pouvoir s'inverser complètement, et Sabrina a réalisé que sa tentative de me détruire venait de donner aux autorités la raison parfaite pour enquêter sur elle à la place. 2 mois se sont écoulés depuis que l'incident honteux au commissariat a transformé le dysfonctionnement privé de ma famille en une affaire publique. J'avais espéré que l'humiliation d'avoir été surprise en train de mentir aux autorités forcerait Sabrina à enfin assumer son rôle de mère que ses enfants méritaient. Cependant, sans mon salaire pour subventionner leur style de vie et mon travail pour maintenir l'hygiène de la maison, la situation chez ma sœur s'est rapidement détériorée, passant de désorganisée à dangereuse. Le policier qui avait traité la fausse accusation de vol avait déposé un signalement obligatoire auprès de l'aide sociale à l'enfance, ASE, alarmé par le comportement instable de Sabrina et la vidéo désespérée de Lucas. L'enquête qui a suivi a mis à nu les couches de négligence que j'avais couvertes pendant des années. Une assistante sociale est arrivée à la maison pour une inspection surprise et a trouvé des conditions légalement définies comme insalubres pour des mineurs. Il y avait de la moisissure noire qui se développait dans la salle de bain que personne n'avait nettoyée depuis 8 semaines, et le réfrigérateur était complètement vide à l'exception de quelques condiments et de lait périmé. L'électricité avait finalement été coupée à nouveau parce que Sabrina refusait d'utiliser son propre argent pour payer la facture que j'avais réglée des mois auparavant. L'assistante sociale a noté que les plus jeunes enfants, en particulier Théo et Léo, montraient des signes de malnutrition et de manque d'hygiène qui ne pouvaient plus être ignorés. Kevin a prouvé exactement ce que valait sa loyauté. Dès que la pression des agences gouvernementales est devenue réelle, il a réalisé que rester avec Sabrina signifiait qu'il pourrait être tenu responsable de négligence envers un enfant ou forcé de payer les frais juridiques croissants. Il ne s'est pas battu pour sa famille ni n'a essayé de trouver un travail pour réparer le gâchis qu'il avait aidé à créer. Au lieu de cela, il a attendu que Sabrina s'endorme un mardi soir et a tranquillement fait ses valises. Il a pillé la maison de tout ce qui avait de la valeur, y compris la petite cachette d'argent que Sabrina avait cachée dans une boîte à biscuits, et a disparu dans la nuit sans même laisser un mot à la femme qui avait soutenu sa paresse pendant des années. Sabrina s'est réveillée le lendemain matin pour se retrouver complètement seule dans une maison en ruine avec 5 enfants terrifiants de silence et une convocation au tribunal collée à la porte. Le marteau de la justice est tombé rapidement et sans pitié lors de l'audience d'urgence plus tard cette semaine-là. Le juge a regardé les photos des conditions de vie et le rapport de l'assistante sociale avec une expression sombre qui a scellé le destin de la famille. Sabrina se tenait là, tremblante, non pas d'inquiétude maternelle, mais de la réalisation terrifiante que son filet de sécurité avait disparu. L'assistante sociale a rendu le verdict qui a brisé l'illusion de contrôle de Sabrina. L'assistante sociale de l'ASE a regardé Sabrina dans les yeux et a déclaré fermement: Madame, sur la base des conditions sanitaires et de votre état psychologique instable, nous sommes contraints d'exécuter une ordonnance de placement pour retirer les enfants de cet environnement immédiatement.
Les enfants ont été placés en foyer d'accueil temporaire, Lucas étant séparé de ses jeunes frères et sœurs, la seule chose que j'avais tant essayé d'empêcher. Sabrina n'a pas seulement été privée de ses droits de garde, mais elle a également écopé d'une peine de 300 heures de travaux d'intérêt général et d'une lourde amende pour avoir fait une fausse déclaration à la police contre moi. Dans un état de désespoir absolu, Sabrina m'a retrouvée au siège de l'entreprise où je terminais mon stage. J'étais en pleine réunion avec mon superviseur lorsque la réceptionniste a appelé pour dire qu'il y avait une femme hystérique dans le hall qui exigeait de me voir. Je suis sortie pour trouver Sabrina ressemblant à un fantôme d'elle-même, les cheveux en désordre et les yeux hagards. Elle m'a repérée et s'est immédiatement laissée tomber à genoux devant les agents de sécurité et mes collègues, provoquant une scène qui m'a fait rougir de honte. Sabrina a attrapé l'ourlet de ma jupe et a gémi assez fort pour que tout l'étage l'entende. « Marion, je t'en supplie, dis-leur que tu paieras le loyer. Kevin est parti et je ne peux pas perdre les enfants. Tu es leur tante. » Elle essayait d'utiliser mon amour pour les enfants une dernière fois pour se sauver des conséquences de ses propres actions. Je l'ai regardée et j'ai ressenti une profonde tristesse, mais la culpabilité qui me contrôlait autrefois avait disparu. Je savais que lui donner de l'argent maintenant ne ramènerait pas les enfants. Cela ne ferait que prolonger son dysfonctionnement. Je me suis reculée hors de sa portée et j'ai rendu le verdict final sur notre relation. Je les ai élevés pendant des années, Sabrina, mais tu n'as jamais agi comme une vraie mère. C'est la conséquence que tu dois assumer. Je ne te sauverai pas cette fois. Je me suis retournée et j'ai fait signe à la sécurité de l'escorter dehors, la laissant sangloter sur le sol en marbre pendant que je retournais à mon bureau pour continuer à construire l'avenir qu'elle avait tant essayé de détruire. 6 mois plus tard, je me tenais au dernier étage d'un immeuble de bureaux à La Défense, regardant les lumières de la ville s'animer contre le ciel qui s'assombrissait. Le silence dans mon bureau d'angle n'était pas le silence vide et terrifiant de l'abandon, mais plutôt la paix luxueuse d'une vie enfin sous mon propre contrôle. J'avais terminé mon stage avec les meilleures notes et l'entreprise m'avait immédiatement offert un poste à temps plein en tant qu'analyste système junior avec un salaire de départ qui dépassait ce que Sabrina et Kevin avaient gagné en 3 ans combinés. Je vivais dans une résidence moderne où l'électricité n'était jamais coupée et la seule personne que je devais nettoyer après était moi-même. Les nouvelles du reste de ma famille me parvenaient par le biais de parents éloignés qui comprenaient enfin pourquoi j'étais partie. Grand-mère Martine avait subi un léger AVC peu après les audiences au tribunal, car le stress de voir sa petite fille en or humiliée était trop pour sa santé fragile. Sans mes revenus pour payer ses médicaments ou la volonté de Sabrina de s'occuper d'elle, elle avait été placée dans un EHPAD public en périphérie de Marseille. L'établissement était connu pour son manque de personnel et son odeur d'antiseptique, mais c'était la seule option restante pour une femme qui avait aliéné la seule personne capable de payer pour de meilleurs soins. Elle avait tenté de m'appeler plusieurs fois depuis le téléphone commun du couloir, mais j'avais bloqué tous les numéros associés à cette partie de ma vie. Mon attention restait entièrement tournée vers les victimes innocentes de cette tragédie, car je refusais de laisser mes nièces et neveux souffrir en permanence pour les péchés de leurs parents. J'ai rencontré un conseiller financier à Paris et j'ai créé un fonds fiduciaire éducatif protégé pour Lucas et ses frères et sœurs, qui ne se débloquerait qu'à leurs 18 ans. Je déposais une partie importante de mon salaire mensuel sur ce compte pour m'assurer qu'ils auraient l'argent pour les études que j'avais failli perdre. Les termes juridiques du fonds ont été rédigés avec une précision absolue pour garantir que Sabrina ne pourrait jamais accéder à un seul centime de cet argent pour son usage personnel. Lucas vivait actuellement dans une famille d'accueil qui encourageait son parcours scolaire, et nous échangions des emails chaque semaine où je lui promettais que son avenir était en sécurité tant qu'il restait à l'école. La conclusion la plus satisfaisante est venue de savoir exactement où Sabrina avait atterri après que la poussière soit retombée sur son royaume détruit. Elle travaillait actuellement de nuit dans une laverie automatique ouverte 24h24 dans un quartier difficile pour rembourser ses amendes judiciaires et ses frais de travaux d'intérêt général. Je l'imaginais debout, sous les néons vacillants, pliant le linge sale d'inconnu, le dos endolori par le travail manuel qu'elle s'était toujours sentie trop bien pour accomplir. Elle paraissait 10 ans de plus que son âge réel, avec des cheveux gris prématurés et de profondes rides d'amertume gravées autour de sa bouche. Elle vivait enfin la réalité d'une mère célibataire sans compétences et sans système de soutien, car elle avait brûlé le seul pont qui menait à la stabilité.
Je me suis détournée de la fenêtre et j'ai pris mon porte-documents en cuir pour me rendre à une réunion avec les cadres supérieurs qui appréciaient ma contribution et respectaient mes limites. J'ai aperçu mon reflet dans la vitre de la porte de la salle de réunion et j'ai vu une femme qui n'était plus fatiguée, ni effrayée, ni accablée par la culpabilité. Je me suis souri à moi-même, car j'avais traversé le feu de la trahison familiale et j'en étais ressorti comme de l'acier poli. J'avais reconquis mon nom, ma cote de crédit et mon avenir des mains de ceux qui avaient essayé de me les voler. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes pour révéler mes collègues qui m'attendaient, et j'ai avancé dans ma nouvelle vie sans regarder en arrière. Cette histoire est un rappel brutal que l'ADN partagé n'est jamais une justification valable pour tolérer l'abus ou l'exploitation de la part des personnes qui sont censées vous aimer. La vraie famille est bâtie sur le respect mutuel et le soutien, plutôt que sur la manipulation et les exigences parasitaires qui drainent votre esprit. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et votre avenir est d'établir une limite infranchissable et de vous éloigner de ceux qui refusent de reconnaître votre valeur. Merci beaucoup d'avoir accompagné Marion dans ce difficile voyage, de victime d'exploitation familiale à architecte de sa propre liberté. Pensez-vous qu'elle a eu raison de couper complètement les ponts avec Sabrina et grand-mère Martine, ou aurait-elle dû leur donner une dernière chance ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la justice et la résilience.